Quand un Premier ministre monte au créneau, tout le monde écoute. Mais quand il s'agit de Robert Fico, le ton change. Aujourd'hui, un discours qui fait trembler l'Europe entière. Le chef du gouvernement slovaque défie le président ukrainien Volodymyr Zelensky et remet en question l'avenir même de l'Union européenne. Vous êtes sur notre chaîne, et voici pourquoi ce discours pourrait tout changer. Robert Fico, fraîchement élu Premier ministre de la Slovaquie, ne mâche pas ses mots. Dans une déclaration qui résonne comme un coup de tonnerre, il a dénoncé les politiques actuelles de l'Union européenne et leurs conséquences sur son pays. À ses yeux, les sanctions contre la Russie, le transit du gaz et même l'influence de Volodymyr Zelensky sont en train de plonger la Slovaquie dans une crise sans précédent. Mais ce n'est pas tout. Robert Fico s'en prend directement à la gestion de Zelensky. Selon lui, les politiques ukrainiennes, soutenues aveuglément par les dirigeants occidentaux, affaiblissent les pays européens. Il évoque une perte de compétitivité, des factures énergétiques en hausse et une souveraineté nationale en danger. Le président Poutine venait ici en Slovaquie, est-ce que je l'inviterais? Nous savons tous qu'il est sous un mandat d'arrêt international. Vous auriez probablement une déclaration publique disant que les autorités judiciaires devraient intervenir, qu'elles devraient arrêter M. Poutine, c'est ça? Nous verrons quand ce moment viendra. Attendez, ce n'est pas une question théorique. Vous voyez, vous allez déjà répondre à la question de base, encore une fois. Si je l'invitais ici et disais que je lui offre une protection, AM le président de la Fédération de Russie, je suppose que vous crieriez qu'il faudrait évidemment l'arrêter et l'envoyer directement à La Haye. Alors, je vous demande, allez-vous crier? Allez-vous demander à la Pologne que les autorités judiciaires arrêtent le Premier ministre israélien qui va en Pologne alors qu'il est sous un mandat d'arrêt international, tout comme le président Poutine? Eh bien, nous avons terminé, messieurs. Vous n'avez absolument aucune réponse à cela. Quand ma visite à Moscou a été qualifiée de violation, de menace et de catastrophe majeure, que direz-vous du président Macron qui y va? Cela signifie que le président français peut aller à Moscou, le chancelier allemand peut téléphoner tous les 2 jours, et nous avons des problèmes avec le gaz. Mais moi, quand j'y vais, vous m'accusez de trahir le pays. Quand nous avons un peu de respect entre nous, concernant les faits de base. Eh bien, vous êtes tous silencieux maintenant, lorsque le président américain élu, Trump, a publiquement accusé le président Biden d'avoir provoqué la Russie à utiliser la force militaire contre l'Ukraine. Parce que c'est l'Amérique. Cela, apparemment, ne mérite pas de commentaires. Ce n'est plus valable. Je suis vraiment heureux que mes paroles soient confirmées. Peut-être étions-nous plus audacieux en formulant certaines choses plus tôt, mais aujourd'hui, ce que nous avons dit dès le début est confirmé par les plus hauts responsables des administrations américaines, ce qui nous encourage bien sûr à être encore plus souverains dans nos opinions. Je suis allé en Russie pour poser une question. La Russie, êtes-vous prête à adopter d'autres solutions techniques que de faire passer le gaz russe par l'Ukraine? Et il y avait 2 solutions techniques qui étaient prêtes, convenues avec le Premier ministre Denis Mijal du gouvernement ukrainien. La première solution était qu'Azerbaïdjan fasse une opération d'échange en collaboration avec les Russes à la frontière russo-ukrainienne, et que le gaz russe ne passe pas par l'Ukraine, mais que ce soit du gaz azerbaïdjanais qui le fasse. L'Ukraine a accepté cela. La Russie et l'Azerbaïdjan ont aussi accepté. Puis est venue la fameuse décision du président Zelensky lors du sommet du Conseil européen, qui a tout arrêté. Ensuite, une deuxième solution technique a été proposée. SPP, la société mère que nous avons acquise sous pleine propriété de l'État, était prête à créer une joint venture. Cette joint venture aurait acheté à la frontière entre la Russie et l'Ukraine le gaz, qui aurait ensuite été transporté par l'Ukraine comme gaz slovaque et non comme gaz russe. L'Ukraine et la Russie étaient d'accord avec cela aussi. Ma première question à Moscou était la suivante. Êtes-vous prêts, messieurs, ici en Russie et chez Gazprom, à accepter ces solutions techniques qui garantiraient que le transit de gaz continue? Le président Poutine a garanti que ces engagements seraient honorés. Et que cela vous plaise ou non, messieurs de l'opposition, vous, quand vous regardez la Russie, vous la voyez comme l'incarnation du diable. Mais la Russie a toujours été un partenaire fiable en matière d'approvisionnement énergétique. La Russie ne nous a jamais trompés, contrairement à l'Ukraine. Je me souviens de la situation en 2009, lorsque j'étais en Ukraine, et que la première ministre ukrainienne Tymoshenko nous a donné du gaz provenant de leurs réserves dans l'ouest de l'Ukraine, et m'a envoyé promener. Ce sont des Ukrainiens typiques. Je ne suis pas ici pour soutenir le président Zelensky. Et je vais vous avouer que parfois j'en ai vraiment assez. Il se promène en Europe, mendie et fait du chantage, il demande de l'argent à tout le monde, et cela doit vraiment cesser. Essayez un peu de penser à ce pays. Pas seulement à vos petites manœuvres politiques. Que ferons-nous, bon Dieu, si ce gaz ne vient pas? Vous pensez que les Allemands nous enverront du gaz,
quand ils en auront peu. Non, ils ne nous en enverront pas. Ils ne nous en enverront rien. Et il se pourrait qu'un pays qui était au début un centre d'approvisionnement, car nous avons poussé ce gaz de la frontière ukrainienne vers l'ouest, se transforme en un pays qui se retrouve à la fin de la ligne. Parce que tout le monde parle de l'importation de gaz vers l'ouest. Et pourquoi les Allemands et les autres nous donneraient-ils du gaz, quand ils en auront peu, juste pour notre consommation domestique? Cette situation est bien plus dangereuse que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, vous me reprochez d'être allé résoudre cette situation à Moscou. C'est pour moi à la fois très intéressant et risible. Vous évoquez la question du Conseil de sécurité, je vais la formuler d'une seule phrase. Nous prenons sérieusement en compte la version de l'enquête qui implique que la catastrophe de l'attaque provienne d'Ukraine. Qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas l'Ukraine qui a attaqué Nord Stream, ou bien si. Vous savez très bien qu'il leur fallait beaucoup d'argent, un équipement spécial et un savoir-faire spécifique. Cela ne pouvait pas être fait de cette manière. Tout le monde est silencieux. Mais Nord Stream peut bien être attaqué par ce biais. Tout le monde était silencieux quand nous avons dit qu'il y avait des actions de sabotage contre nos pipelines. Une des versions de l'enquête à laquelle nous travaillons est que l'attaque venait aussi d'Ukraine. Sans mentionner que, à l'intérieur du pays, certains employés qui travaillaient là-bas ouvraient la voie à cette attaque. Cela va encore devenir très intéressant. Madame Romiova, vous feriez bien de ne pas trop me regarder de cette manière, car ces gens-là sont très proches de vous. Je vous conseille donc de faire attention à ce que vous dites ici devant moi. Je ne me laisserai pas embarquer dans des jeux politiques. Vous entendez, c'est très agréable. Je vais conclure avec cela. Tout à coup, nous avons une grande demande sur la table, du copropriétaire du journal SME, Monsieur Soros, qui veut me rencontrer. Eh bien, je lui réponds que cela ne me dérange pas du tout. À moins, bien sûr, qu'il fasse un spectacle, qu'il prenne 10 journalistes et me plaque contre un mur dans un couloir, me force à lui serrer la main et qu'il le photographie, et vous y riez, en disant que j'ai rencontré Soros. Si je le rencontre en tant que copropriétaire du journal SME, un journal anti-étatique et anti-gouvernemental, comme le journal N, je lui dirai que la première ministre italienne Meloni a tout à fait raison. Ce n'est pas un milliardaire qui interfère dans les affaires intérieures et la politique européenne. Mais c'est Soros et son organisation sauvage d'ONG qui détruit ce qui se passe actuellement en Europe. Si M. Soros organise une rencontre, je lui dirai cela et continuerai mon chemin. Je n'ai aucun intérêt, et je le dis très clairement, à rencontrer M. Soros. La question est simple. Jusqu'où ira-t-il pour protéger les intérêts de la Slovaquie? Fico ne se contente pas de critiquer. Il propose aussi des solutions. Premièrement, il exige une révision complète des sanctions contre la Russie, qu'il juge contre-productives. Deuxièmement, il appelle à une politique énergétique indépendante, libérant la Slovaquie du joug des décisions européennes centralisées. Et enfin, il pousse pour un dialogue direct avec Moscou, une décision qui risque de diviser l'Union européenne. Alors, que retenir de ce discours explosif? Robert Fico incarne une nouvelle voix dans l'Union européenne, une voix qui dérange, mais qui reflète aussi les inquiétudes de nombreux Européens face à une crise énergétique et géopolitique qui semble sans issue. Ces mots pourraient-ils amorcer un tournant pour l'Europe ou, au contraire, aggraver les divisions internes? Une chose est sûre, le débat est lancé. Et vous, que pensez-vous des propos de Robert Fico? Sont-ils une véritable solution ou un pari risqué pour la Slovaquie et l'Europe? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité politique internationale. À très bientôt!